Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Au fond des mers, il existe des infrastructures stratégiques à protéger, les câbles sous-marins. L'écrasante majorité des données numériques mondiales transitent par ces câbles et c'est particulièrement le cas en mer Baltique, des eaux que les pays de l'OTAN partagent avec la Russie. Dans cette mer du nord de l'Europe, les tensions sont vives, particulièrement depuis l'invasion de l'Ukraine il y a près de 3 ans. En novembre et en décembre, 2 navires de commerce ont endommagé des câbles électriques et de communication traversant la mer Baltique. L'OTAN soupçonne la Russie. Depuis quelques jours, l'OTAN a réagi en déclenchant une opération militaire de surveillance. Dans cet épisode, je vous emmène dans la première patrouille de cette opération, réalisée par un avion français. Mon collègue Guillaume Bonnet a pu monter à bord. J'ai aussi interrogé Éric Lavaux, ancien contre-amiral de la Marine nationale et spécialiste des fonds marins. Sur le fil. Above, répondeur IFF, stand-by. ASD au PSD HSD. Et 400 560. Vérifiez si lecteur de source. Je passe sur transfert et voyant magnétique est correct, tout tableau vérifié correct. Ici de secours avant et latéral. Avant vérifié fermé. Et latéral vérifié fermé. L'Atlantique 2, un avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine, décolle de France, direction le nord de l'Europe. Avec 15 membres d'équipage dirigés par le lieutenant de vaisseau Tommy, chef de bord. Effectivement, aujourd'hui, l'Atlantique 2 de la Marine nationale, on est le premier appareil français et donc de l'OTAN à participer à l'opération otanienne Baltic Sentry, qui consiste tout simplement en une surveillance, une patrouille au-dessus de la mer Baltique, afin de pouvoir faire une présence militaire supplémentaire en mer Baltique. Marche tout de suite. Parfait, tout de suite. Ouais. Marche et rapide. On a le TGF, c'est correct. Néanmoins, on a plein de capteurs très très performants, notamment l'œil pour commencer, les caméras, les appareils photo, plus plein d'autres capteurs à bord. Et on va pouvoir voir, effectivement, on ne pourra pas voir effectivement si la personne est derrière un câble, puisqu'on n'est pas au bout de l'encre ou au bout du système qui va faire que. Mais grâce à différents renseignements, notamment des forces maritimes qui sont sur des bateaux ou sur des avions, le fait de pouvoir recouper toutes ces informations vous permettre de dire ou pas si le bâtiment est suspecté de ce genre d'activité. Fini la check, je regarde. Ouais. Ok, c'est correct dans l'air. Inverse sur cycle. Sur man. Pressurisation. Eh bien, on est réglé pour le... Plusieurs câbles sous-marins de communication et d'alimentation électrique ont été endommagés par des navires ces derniers mois dans la mer Baltique. Le contre-amiral Éric Lavaux a quitté la Marine nationale en décembre après 34 années de service. Il était en charge de la maîtrise des fonds marins. Il tient à rappeler que l'enquête n'est pas terminée en Finlande, mais que les dirigeants européens soupçonnent des actes malveillants de guerre hybride orchestrés par la Russie. C'est ce qu'on appelle des actions dans le domaine hybride, c'est-à-dire que par rapport à un acte accidentel qui arrive quand même très régulièrement, 60 à 80% des cas de câbles endommagés sont dus à des erreurs de mouillage par des bateaux ou tout simplement un accident. Et donc le nombre de cas malveillants et délibérés est quand même minoritaire, en tout cas jusqu'à présent. Mais tout l'intérêt de ce champ d'action, c'est un petit peu comme dans le domaine spatial ou dans le domaine du cyber, c'est que on est dans le domaine hybride où il est en fait difficile de caractériser l'acte malveillant, parce que généralement le pays qui organise le sabotage se cache derrière des proxys ou alors agit sous le seuil de l'action délibérée. Ces câbles sont cruciaux pour les pays qui bordent la Baltique, comme l'affirmait encore Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, à l'issue d'une réunion des pays de l'Alliance riverains de la Baltique la semaine dernière à Helsinki. Safeguarding our infrastructure is of utmost importance. Not only is this crucial for energy supply. Pour ce qui est des câbles qui transportent l'information, en fait, ce sont eux qui transportent 99% de la donnée mondiale. Donc en fait, on pense que tout passe par satellite, mais non, 99% des données, qu'elles soient financières, les télécommunications, etc., passent par les câbles sous-marins. C'est une capacité qui est en croissance assez importante. Il y en a un peu plus de 450 dans le monde maintenant. La France est d'ailleurs plutôt bien placée puisqu'on a le hub européen à Marseille. Et puis avec Alcatel Submarine Network ou Orange Marine, on a une industrie assez présente là-dedans. Il n'y a pas que de la donnée, justement. Pour les câbles de la Baltique, c'est des câbles électroporteurs qui ont été coupés. Donc c'est des câbles qui sont généralement liés aux énergies maritimes renouvelables, qui sont également en pleine croissance. Donc c'est des câbles qui permettent d'alimenter et de récupérer l'électricité qui provient des
des éoliennes plantées ou flottantes en Baltique, en mer du Nord et prochainement en Méditerranée. Ce sont aussi des câbles qui interconnectent des infrastructures électriques, comme celui coupé le 25 décembre. Preuve du caractère stratégique de ces câbles, le 31 décembre, l'État français a racheté à Nokia 80% d'Alcatel Submarine Networks qui produit et installe des câbles sous-marins. Vérifiez, vous l'avez à 0. Vous l'avez à 0. Vous l'avez rentre. Et vous l'avez 0. Par élection. Je parie 14 100. Retournons à bord de l'Atlantique 2 qui patrouille notamment le long des côtes. Mon collègue Guillaume a suivi le travail du lieutenant de vaisseau Flavien, coordinateur tactique de l'appareil. Donc là on est en patrouille au milieu de la mer Baltique, on est au niveau des eaux de la Lituanie. Donc on a commencé par toute la partie sud-ouest de la mer. Et donc maintenant si on zoome un petit peu sur notre position, on est au niveau de la Lituanie, on va poursuivre notre patrouille vers le nord pour monter par ici. On est actuellement beaucoup gêné par la météo, ce qui nous oblige de descendre un petit peu en altitude. Et l'objectif, ça va être d'aller sous la côte nuageuse pour aller voir avec nos caméras, pour aller voir ces échos qui nous intéressent. Essayer de savoir est-ce que c'est du bâtiment civil ou du bâtiment militaire. Et puis, si c'est du bâtiment civil, est-ce qu'ils ont une activité normale ou une activité qui nous paraît suspecte. Sur les écrans de contrôle, l'équipage repère un cargo. Donc là, typiquement, on voit un bâtiment qui est un bâtiment de commerce qui a l'air d'être en route à destination de la Lituanie. Les infos qu'on a vues du bâtiment à la vue sont complètement cohérentes avec ce qu'il émet sur ses balises, donc on appelle les balises AIS. Cette info nous suffit, c'est un bâtiment de commerce qui va en Lituanie et on passe au bâtiment suivant. Et on va travailler ainsi sur tous les échos qui vont nous intéresser sur toute la mer Baltique. Si ce navire ne pose aucun problème, cette première mission aérienne de l'opération Baltic Sentry a été marquée par un incident. L'avion a été éclairé par un radar militaire russe. Ce qu'on appelle illuminé, ça veut dire qu'on braque, comme un projecteur en fait, on braque un radar de conduite de tir vers un aéronef ou vers un bateau. Et normalement, c'est une des toutes dernières étapes avant de les tirer dessus. Donc c'est en ce sens que l'acte est considéré comme hostile. Après, la Marine nationale et puis l'armée de l'air ont quand même l'habitude de se frotter à nos amis russes. C'est des pratiques, je vais pas dire que c'est courant et standard, mais néanmoins c'est arrivé par le passé et ça arrivera encore dans le futur. Donc je pense qu'il faut faire ce qu'a fait l'équipage de l'avion et qui a fait preuve d'un remarquable sang-froid. C'est rester calme et reporter l'incident. Les Russes sont assez coutumiers de ces postures assez agressives. On a l'habitude. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a condamné cet acte d'intimidation qu'il a jugé pas acceptable. Selon lui, une 50aine d'incidents de ce genre ont eu lieu ces 2 dernières années. Mais alors pourquoi y a-t-il autant de tensions dans la mer Baltique ? L'OTAN et la Russie se disputent l'hégémonie sur ces eaux depuis la guerre froide. Et la tension est montée depuis l'invasion de l'Ukraine et l'entrée de la Finlande et de la Suède au sein de l'Alliance Atlantique. La mer Baltique est désormais entourée de pays de l'OTAN, sauf à Saint-Pétersbourg et l'enclave de Kaliningrad. Quelque part, Poutine a un petit peu perdu son pari puisque naguère, il y avait encore des pays qui étaient neutres autour de la Baltique. Or maintenant, si on fait le tour, à l'exclusion de l'enclave de Kaliningrad, la Baltique est assez uniformément entourée de pays désormais otaniens. Et quand on connaît l'importance de Saint-Pétersbourg dans les flux logistiques de la Russie, c'est un vrai sujet. Du côté de Saint-Pétersbourg, désormais, ils sont obligés de traverser une Baltique qui est bleu OTAN, quoi. Pour autant, faut-il s'attendre à des accrochages en mer Baltique ? Pour l'ancien officier d'état-major, il y aura évidemment d'autres incidents, mais ils devraient être limités. Moi, je pense que l'OTAN comme les Russes font tout pour éviter ce genre d'escalade et que les canaux de dialogue sont ouverts. On a des procédures de dialogue qui existent en mer et entre états-majors. Ça permet de désescalader, ça permet de faire passer des messages. Et puis de mettre en place des procédures pour éviter ce type d'incident. Je pense pas qu'il y ait de recherche de l'escalade. On a plutôt tendance à mettre en place les processus de désescalade qu'autre chose. C'est des choses qui existaient durant la guerre froide. À chaque niveau de commandement et de responsabilité, j'ai envie de dire que depuis quelques années, on les a probablement réactivés. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à mon collègue Guillaume Bonnet. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.